sa rémunération, son salaire, etc. était entièrement dédié à ce qu'on puisse aller jusqu'au bout de nos études. Bien que beaucoup de gens dans son entourage lui disaient écoute, ça coûte trop cher, il faut les faire revenir. Alors c'était quasiment le rêve américain, comme on dit souvent. C'est la première fois que j'allais aux États-Unis grâce à ce stage. Je me débrouillais dans un anglais avec un accent qui était difficile à comprendre pour mes interlocuteurs, et j'avais aussi beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils me disaient. Nous sommes monsieur et madame Tia. Nous venons d'acheter notre maison à la cité Opes 1 de Benjerville. Une maison spacieuse et aérée. Et qui ne coûte même pas cher. Opes Holding SA, promoteur immobilier et constructeur, vous propose des duplex, des villas, des logements sociaux, économiques et standing dans un cadre convivial et sécurisé, à la portée de tous. Actuellement, nous sommes locataires, mais vous savez, dans la vie, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Opes Holding, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Pub. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv, consacrée à Monsieur Joël-Éric Missenhou, manager associé chez Afrique Search. Au sommaire de cette émission, ne manquez pas le portrait de la semaine consacré à une dame qui a décidé de vivre sa passion en tant que wedding planner. Mais avant, nous poursuivons notre entretien avec notre invité. Monsieur Joël-Éric Missenhou, bonsoir. Bonsoir. Je suis sûre que nos téléspectateurs trépignent d'impatience de connaître la suite de votre parcours. Alors, nous le disions dans la première partie de notre émission, vous démarrez votre carrière à la Banque fédérale des États-Unis à Washington, puis chez Ernst & Young à Paris, où vous restez 6 ans. Vous rejoignez Afrique Search, un changement qu'on peut considérer comme un saut dans l'entrepreneuriat. Comment se sont passés vos débuts dans ce cabinet? Comment vous êtes arrivé à convaincre ces multinationales à travailler avec vous? Alors, le début dans ce cabinet, en fait, a été assez simple parce que je connaissais les fondateurs du cabinet. Nous étions tous militants pendant nos années d'études, nos années universitaires. Nous étions tous militants dans des associations. La plus connue et la plus importante à l'époque était Renaissance africaine, dont l'objectif était clairement de permettre à cette diaspora de s'impliquer vraiment dans le changement en Afrique, puisque nous étions tous d'accord sur un certain nombre de choses qui n'allaient pas sur le continent, la gouvernance, etc., etc. Donc vraiment, nous étions des militants actifs avec des organisations de séminaires, de colloques, de réunions, etc. Et c'est de ce groupe qu'est née l'idée de créer Afrique Search en 96. L'idée donc était simple, c'était un double constat. Les étudiants africains, quelles que soient les écoles dans lesquelles ils ont pu être diplômés, avaient beaucoup de mal à trouver un job à la sortie de leur formation en France. Et en même temps, en restant à Paris, en envoyant des CV à un DRH à Abidjan, à Dakar ou à Bamako, ils n'avaient quasiment pas de retour. Donc l'idée a été de se dire, peut-être qu'il faut créer une structure intermédiaire qui fasse le lien justement entre cette diaspora qui cherche à rentrer et ces entreprises, ces multinationales qui de plus en plus commençaient à envisager de remplacer des expatriés par des Africains, des cadres africains formés à l'occidental, mais en même temps avec une bonne connaissance de la culture africaine. D'accord. Donc Afrique Search fait quoi exactement? C'est un cabinet qui fait quoi? À l'origine, Afrique Search, l'objectif c'était vraiment de faire en sorte que toute cette diaspora qui était à l'étranger puisse revenir sur le continent, aider au développement de ce continent avec les compétences que chacun avait pu développer dans sa formation et dans son expérience. Évidemment, petit à petit, le marché s'est étoffé, s'est organisé, s'est structuré, de sorte qu'aujourd'hui, notre métier n'est pas uniquement la chasse de tête, mais on fait également du recrutement de façon générale. On va accompagner telle ou telle entreprise à Abidjan, à Dakar, à Lomé, pour des besoins de recrutement tout à fait classiques. Mais on va également accompagner ces entreprises dans des problématiques qui sont beaucoup plus organisationnelles. Comment s'assurer qu'on a les bonnes compétences au bon endroit, comment faire en sorte d'avoir une photographie de son organisation et de comprendre quels sont les endroits de blocage, quelles sont les formations à mettre en place, quels sont les outils
à installer dans l'entreprise pour lui permettre d'aller vers la performance. D'accord. Comment vous êtes arrivé à convaincre ces multinationales de travailler avec vous, vu que j'imagine Afrique Search à ce moment n'était pas très connu sur la place? Écoutez, c'était un vrai challenge. À l'origine, effectivement, le premier problème, c'était le fait que ce soit un groupe d'Africains, de jeunes Africains, à peine diplômés, qui commençaient à s'adresser à des multinationales dont je ne citerai pas les noms forcément ici, mais en leur disant, écoutez, nous sommes capables aujourd'hui de vous accompagner sur la résolution de vos problèmes de ressources humaines en Afrique. Il a fallu un peu de temps quand même pour arriver à s'installer dans l'environnement de ces entreprises en tant qu'intermédiaire pour la prise en compte de leurs problèmes de ressources humaines en Afrique. Et c'est comme ça, avec ces arguments-là notamment, mais également avec la capacité d'identifier ces cadres. Parce que nous avions un réseau, d'abord issu de cette association, mais également ensuite issu d'une réelle base de données que nous avons mis en place. Nous étions capables, à chacune des demandes, de présenter, de proposer à chaque entreprise une shortlist de 2, 3, 4 candidats répondant réellement aux attentes dans la finance, dans les ressources humaines, dans l'expertise comptable. Et donc forcément, ça faisait sens et ça parlait de soi-même. Donc alors au bout de combien d'années vous arrivez à vous imposer sur le marché et à penser que vous devez effectivement donc vous élargir sur l'Afrique? Les 2 premières années du cabinet ont été très très difficiles évidemment parce que le premier contrat a été signé au bout de 18 ou une vingtaine de mois. Vous étiez combien au sein du cabinet? À l'origine, en 96, il y avait à peu près une dizaine de personnes, mais les difficultés du moment, la peine que le cabinet avait à s'installer a fait que chacun a essayé de se retourner vers son premier métier. Donc les uns sont retournés vers des cabinets d'avocats parce qu'ils étaient avocats, d'autres vers des cabinets comptables, etc. Mais vous n'avez pas baissé les bras, qui est resté. Il y a eu un noyau dur qui est resté, dont notamment celui qu'on appelle aujourd'hui notre président, qui est directeur, le président du cabinet, qui est Didier Acoté, était vraiment un de ceux qui y croyait et qui s'est accroché malgré les difficultés du début. Je pense, au bout de 4-5 ans, le cabinet a vraiment commencé à avoir pignon sur rue et à devenir une référence sur le marché, d'abord en France, et petit à petit en Afrique. D'accord. Donc en 2009, vous décidez de rentrer au pays. Malheureusement, la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire va ralentir votre implantation. Comment s'est fait votre retour? Vous n'aviez pas d'appréhension? Peut-être moins d'appréhension. Le retour, en fait, l'ouverture du bureau d'Afrique Search en Côte d'Ivoire était un projet que nous menions depuis un moment. Et la situation de crise que connaissait la Côte d'Ivoire depuis 2002 nous a fait attendre, patienter. Donc on a ouvert autour au Sénégal, au Bénin, etc. Mais il fallait bien le faire à Abidjan. Et en 2009, on a eu le sentiment que les choses se stabilisaient et que voilà, on allait vers une stabilisation générale de l'environnement. Et c'est à ce moment-là que donc j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire et de venir ouvrir le bureau. Alors au début, vous arrivez, vous commencez avec combien de personnes le cabinet? Au tout début, on démarre avec 2 personnes, une assistante et moi-même, parce qu'il fallait d'abord engranger les premières missions, les premiers mandats pour pouvoir faire tourner la boutique. Et très vite, on prend un rythme de croisière qui nous permet d'être aujourd'hui autour d'une petite dizaine de personnes pour l'activité recrutement, puisque nous avons en parallèle d'autres activités comme l'organisation de forums et de salons autour du recrutement, mais également autour des PME de façon plus générale. Et cette activité-là est portée aussi par une dizaine de personnes. Alors, parlons un peu des candidats qui vous sollicitent pour des postes de responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas d'un décalage entre les profils de la diaspora et ceux qui sont formés sur le plan local? Il y a forcément un décalage. Le décalage vient d'abord peut-être du niveau de formation, parce que évidemment quelqu'un qui est formé au MIT ou à Harvard ou à la Sorbonne ou a un acquis qui est un peu plus large, un peu plus complet que celui qui aura une formation locale. Mais en même temps, ce sont 2 profils qui se complètent. Dans une entreprise, on ne peut pas avoir que des gens qui ont fait Harvard. On a aussi besoin de gens qui connaissent le terrain, qui se sont déployés localement et qui ont une bonne connaissance de l'environnement. Donc je crois que ces 2 profils se complètent et les entreprises ont besoin de l'un et de l'autre. Donc c'est dans ce sens-là que nous nous inscrivons et autant nous arrivons à recruter des gens qui viennent de l'extérieur ou qui ont une formation à l'extérieur, autant nous arrivons également à recruter des gens localement parce qu'il y a également des formations locales qui sont très, très intéressantes. Alors en tant qu'expert dans le domaine des RH, quels sont les besoins des entreprises en ce moment? Alors en ce moment, on a un vrai décalage
entre les besoins des entreprises et ce que propose le marché, en tout cas pour ce qui est du marché local. On a des formations qui sont complètement décalées aujourd'hui, qu'il faut remettre au goût du jour. On a des formations qui, en termes de qualité, sont de moins en moins bonnes. Donc effectivement, il y a une difficulté à réussir à faire coïncider les besoins qu'expriment les entreprises aujourd'hui avec ce que les centres de formation, les universités et les écoles mettent sur le marché tous les ans, aussi bien en termes de quantité qu'en termes de qualité. Donc c'est vrai que nous sommes vraiment confrontés à ces difficultés. Les besoins sont très modernes parce que quand on prend par exemple aujourd'hui le monde financier, on a des besoins dans tout ce qui tourne autour du mobile banking. Ce sont des formations très spécifiques. Il faut vraiment arriver à adapter, bien sûr, des notions financières, mais avec tout ce qui touche aux technologies de l'information et de la communication. Donc, ce sont des formations qui doivent être particulières, qui sont spécifiques et que nous n'avons pas encore vraiment beaucoup sur le marché. Donc voilà, ce sont des profils comme ça assez particuliers, sans compter bien sûr toutes les formations classiques, les fonctions support, telles que les ressources humaines, la finance, la gestion de façon générale, qui sont des formations, des profils recherchés de façon permanente, parce que chaque entreprise a toujours besoin d'avoir ce qu'on appelle des fonctions support en son sein pour son développement. Merci, Monsieur Missingou. Alors, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub et le portrait de la semaine. Pub. Abou, madame Kofi, toujours quand tu cours mes habits là, ça ne dure jamais. Regarde ce que tu as fait. Hein? Ce n'est même pas fait une semaine, c'est déjà défait. Madame Kofi, moi je trouve des fils de très bonne qualité. Ça, c'est fil de bonne qualité, ça. Tu connais ce qu'on appelle fil de bonne qualité? Regarde Ça bien, regarde. À partir d'aujourd'hui, tous mes habits, champions. Les habits de mon mari, champions. Les habits de mes enfants, champions. Tu as compris? Champion. Et oui, exigez le fil à coudre Champion 100% polyester, résistant et garanti, un produit fabriqué en Côte d'Ivoire. Je te sens plus, Je suis Claudia Capé Pouzadjoa, directrice de So Amazing Wedding Planner et So Amazing Nails Bar. Mon cursus scolaire, déjà après le bac, je me suis orientée dans la gestion commerciale. Après l'obtention du BTS, j'ai exercé dans certaines structures comme chez Life, où j'ai travaillé pendant 2 ans. Et après, j'ai travaillé encore dans 2 autres structures. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas travailler à mon propre compte? Voilà, parce que j'ai toujours aimé le beau, le chic, la décoration et tout. Voilà. Pour cela, je me suis orientée vers une structure qui est spécialisée dans la formation des wedding planners, qui est basée aux États-Unis, Wedding Beautiful Worldwide, où j'ai obtenu un diplôme certifié en wedding planner. Et depuis 3 ans, je suis installée à mon propre compte. En tout et pour tout, j'ai fait 4 ans. 4 ans, oui. J'ai travaillé dans des structures avant de m'installer avec le compte. J'avoue que au sein des entreprises, les jalousies, la calomnie m'ont beaucoup affectée. Voilà, je n'étais vraiment pas à l'aise avec mes collègues de service et tout. Donc, j'ai décidé de bosser pour moi. Et comme je l'ai dit tantôt, la décoration, l'esthétique, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Après ma décision d'arrêter de travailler en entreprise, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me donner à fond dans ce que j'ai toujours aimé, ma passion. Voilà.
En 2001, j'ai ouvert le premier institut. Je l'ai fermé en 2003 parce que le local était restreint. Il me fallait un local plus spacieux. Donc en 2004, j'ai ouvert un autre. Et en 2006, j'ai fermé parce que là, j'avais accouché et que je devais déménager aussi. Donc je suis venue aux Deux Plateaux en 2006. Et le mariage, les enfants, le boulot ne me permettaient pas de faire cette activité-là. J'ai réouvert en 2015 aux Deux Plateaux, dans un cadre plus spacieux. La go la plus en fou. Je ne te sens plus, ma jolie femme africaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'instituts sur la place, mais ce qui fait la force de So Amazing Nails Bar, c'est l'innovation, l'accueil de sa clientèle, la variété de ses produits, la satisfaction des clientes. On a des retours positifs de la part de nos clientes. Elles n'hésitent pas à nous faire des reproches quand il faut, et cela nous permet aussi de nous améliorer. Voici bien répété là. Ton balcon est tellement bourré que tu peux. Aujourd'hui, mes perspectives d'avenir, c'est d'agrandir mon entreprise, aller de l'avant. Le côté Nails Bar, c'est la création d'une gamme de produits corporels qui sera très bientôt sur le marché. Et j'espère qu'elle pourra répondre aux attentes des dames. Pour moi, un mariage réussi, c'est la satisfaction des mariés. Quand ces derniers-là vous appellent et vous disent « Merci madame, nous avons eu un beau mariage, comme nous l'avons toujours rêvé. Merci, merci pour tout. » Ça, c'est ma plus grande satisfaction. Alors, ce que je peux dire aux futurs couples, c'est de se diriger vers un wedding planner pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir profiter du jour même, comme on le dit, du jour de leur jour. Profiter de ce moment-là. Et aussi la famille. Confier son mariage à un wedding planner, c'est profiter pleinement le jour J, être zen pendant les préparatifs, puisque c'est le wedding planner qui s'occupe de tout. Faire les meilleurs choix, trouver les meilleures adresses pour les mariés. Et je dis, j'insiste et je redis, profitez du jour J. Pas de stress avec un wedding planner. De retour avec notre invité, M. Joël-Éric Missinhou, manager associé d'Afrique Search, un des cabinets de recrutement, l'un des meilleurs de la place, je dirais. Aujourd'hui, au sein d'Afrique Search, nous savons que vous recrutez des jeunes dans des quartiers défavorisés, de familles défavorisées, je dirais, que vous formez. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur cette action? Très bien. C'est vrai que c'est une association que nous avons créée il y a quelques années qui s'appelle Réseau pour l'excellence. L'objectif de ce réseau est d'identifier des jeunes talentueux qui ont vraiment un vrai potentiel, mais qui malheureusement, du fait de leur environnement social défavorisé, entre guillemets, ont peu de chances d'y arriver si on ne leur donne pas un coup de pouce. Donc on identifie des jeunes qui, de la seconde à la terminale, on leur demande d'avoir minimum 13 de moyenne. Seconde, première et terminale, et d'avoir le bac avec mention. Le deuxième critère,
au-delà de l'excellence, c'est d'être issu de familles à petit budget, à petits moyens. Donc ces deux critères réunis nous permettent de faire une présélection et de décider finalement de prendre un certain nombre d'entre eux et de les accompagner dans des études supérieures à l'étranger, mais à l'étranger en restant sur le continent africain. Et pour leur permettre justement d'être consacrés à leurs études, nous décidons de tout prendre en charge. Donc quand on a décelé ces jeunes, aussi bien à Gonzague qu'à Port-Bouët ou à l'intérieur du pays, l'idée c'était vraiment de tout mettre à leur disposition pour qu'ils n'aient qu'une seule chose à faire, c'est travailler. Comment vous arrivez à les trouver? Parce que vous êtes quand même assez occupés, vous et vos amis, chacun dans vos bureaux respectifs. Comment la recherche se fait? Il y a des personnes qui recherchent pour vous? Comment vous arrivez à trouver ces jeunes? Alors, pour la Côte d'Ivoire, nous n'en sommes qu'à notre première promotion, pour des questions budgétaires également. Mais nous avons fait un appel à candidature à travers donc, des médias, radio, la presse écrite et puis le site internet du réseau. Et ça nous a permis de récolter un certain nombre de candidatures. Et c'est à partir de ces candidatures que nous avons fait notre sélection. Alors, Monsieur Misséou, je vous propose tout de suite de prendre des nouvelles de vos filleuls qui se trouvent à l'heure actuelle au Sénégal et en Afrique du Sud. Personnellement, il faut dire que ce programme est un programme que j'apprécie vraiment. Ils nous ont donné une bourse d'études juste après la classe de terminale. Et cette bourse d'études couvre tout, du logement, frais de scolarité, l'argent de bourse chez nous, le billet d'avion. Dès le début du programme, ils nous ont mis en contact avec des leaders qui nous ont vraiment inspirés. En plus de cela, ils nous ont donné la liberté de choisir notre filière d'études. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'être ingénieur en électronique et informatique. Et avec ce diplôme, je pourrais travailler dans le domaine de la télécommunication, dans le traitement des signaux, l'informatique et aussi dans le système intégré. Notre admission à l'Université de Cape Town, qui est la première université d'Afrique, nous assure une éducation de qualité et une grande expertise dans nos domaines d'études. Le conseil que j'aimerais apporter aux jeunes Africains est de donner le meilleur d'eux-mêmes dans tout ce qu'ils entreprennent. Et j'aimerais remercier tout le monde du PEJ pour leur soutien tant moral que financier. Et tout se passe pour le mieux. Nos frais de vie et nos frais de scolarité sont pris en charge par le PEJ. Et nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de retourner au pays pendant les vacances pour voir un peu nos familles. Et nous espérons que cela va continuer. Je suis Yann Arsène Vanier, j'ai 22 ans, je suis étudiant en 4e année de médecine à Thiès au Sénégal et je suis l'un des lauréats du programme Excellence Jeune. Je pense que cette initiative est une aubaine pour nous jeunes Africains, en ce sens qu'elle nous permet de réaliser nos projets tout en ayant à l'esprit l'espérance d'un futur émergent et meilleur pour l'Afrique. Les débouchés de ma formation sont d'office connus, d'abord la médecine générale et ensuite la spécialisation si possible. Qu'est-ce que ça vous fait, Monsieur Misséou, de voir ces jeunes que vous avez couvés et qui sont aujourd'hui à la porte d'un emploi certain? C'est très émouvant, ça fait plaisir, c'est vraiment l'aboutissement d'un engagement et ça donne vraiment le sentiment d'avoir été utile. Et ça, c'est vraiment très fort. Et je pense que tous les membres de l'association qui nous regardent ce soir sont eux-mêmes très très fiers de cet engagement. Et on est avec eux jusqu'au bout, donc on attend effectivement la fin de leur formation, leur retour à Abidjan, et puis les premières tractations pour essayer de les aider à trouver un job, parce qu'on ne doute pas qu'ils en trouveront après des formations d'aussi bonne qualité. Mais c'est vraiment très émouvant. Et pour la prochaine promotion, vous avez déjà des personnes qui attendent ou c'est maintenant que vous allez chercher? Virtuellement, il y a des gens qui attendent parce qu'on est souvent relancé par aussi bien des étudiants que des parents. Parce que certains parents ont entendu parler de l'organisation et donc ils nous relancent tout le temps pour savoir quand est-ce que sera lancée la prochaine promotion. C'est l'occasion de demander en tout cas à toutes les bonnes volontés qui veulent nous aider, nous accompagner, de bien vouloir se manifester et nous indiquer ce qu'ils peuvent faire pour nous, parce que on veut bien sûr passer à une prochaine promotion qui soit plus importante, qui soit plus volumineuse, avec plus de jeunes, plus d'étudiants qu'on pourra accompagner. Parce que je suis convaincu que plus il y aura de jeunes et plus ça permettra vraiment de transformer un petit peu la qualité des ressources humaines de notre pays. En tout cas, nous vous remercions vraiment pour cette action qui est noble et très belle. Merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Quelles sont vos perspectives d'avenir à court et moyen terme?
À titre personnel, écoutez, je poursuis mon petit bonhomme de chemin au sein d'Afrique Search en espérant développer également les activités du cabinet. Je pense que le marché ivoirien et régional est en plein essor, on en parle tout le temps, hein, des taux de croissance à 2 chiffres, etc. Mais également la compétition fait que les entreprises de cette région, de cette zone, sont de plus en plus amenées à recruter des gens bien formés, des gens de qualité. Et comme on entend souvent parler de la guerre des talents, c'est une guerre que les entreprises ne peuvent pas mener toutes seules. Elles ont besoin d'être assistées dans cette bataille. Et nous sommes là pour les assister justement, pour les aider à identifier les compétences, pour les aider à identifier les ressources. Mais notre rôle est également à côté des candidats, parce que nous pensons qu'il est important de les aider à mieux comprendre l'environnement des entreprises. L'orientation systématique n'a plus de sens. On ne peut pas donner telle trajectoire à un jeune sans savoir s'il aime cette trajectoire, s'il a une motivation pour cette trajectoire, s'il va pouvoir, au bout du compte, arriver à quelque chose. C'est plus possible. Les jeunes sont motivés, ils sont passionnés, ils ont des envies, et on ne peut pas les cantonner à tel ou tel domaine d'activité qui n'a absolument rien à voir avec leur passion. Donc il faut que chaque jeune puisse s'exprimer. C'est pas évident, évidemment, c'est compliqué, parce qu'il faut trouver un équilibre. Si tout le monde voulait faire telle filière et les autres seraient laissés pour compte. Donc il faut trouver un équilibre dans tout ça. Je ne dis pas que c'est simple, mais il faut vraiment prendre le problème aujourd'hui en main, parce que c'est indispensable pour l'avenir du pays. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour moi de vous entretenir pour ce numéro de Leitmotiv. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de notre émission Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde.